Merci Monsieur le Professeur, merci Monsieur Canby pour cet exposé extrêmement éclairant et complet, très apprécié par tous. En plus, vous n'avez que des amis ici, c'est ce que je suis en train de constater, et c'est formidable. Voilà. Merci beaucoup. Alors nous allons maintenant poursuivre notre parcours à travers les villes, les pays d'accueil de la communauté juive séfarade expulsée d'Espagne. Et nous allons nous arrêter au Portugal, où les Juifs partent en 1496. Les souverains espagnols à cette époque, donc après le décret, le Portugal a été une destination prioritaire. Et en 1496, les souverains espagnols forcent leurs voisins portugais à expulser à son tour les Juifs. Cette diaspora a su conserver, c'est très important parce que nous le vivons tous à travers des relations, des amis et nos voyages au Portugal, dont on va parler tout à l'heure. Cette diaspora juive portugaise, séfarade, a su conserver une certaine cohésion qui se manifeste à travers la langue, à travers la littérature, la liturgie, les patronymes et même dans l'art funéraire. Pour nous parler des Juifs séfarades, du patrimoine juif séfarade au Portugal, oui. Il y a la projection d'une photo qu'on oublie. Ah, peut-être on peut le faire après, juste si vous le permettez. Oui. Donc pour introduire cette communauté séfarade qui a vécu en Espagne, nous avons vraiment le plaisir, l'honneur de recevoir Livia Parnes, qui est là. Livia, magnifique, merci beaucoup. Je pensais qu'il voulait parler avant. Non, c'est vous. À moins que vous... Non, c'est bon, c'est vous. Donc Livia Parnes nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir et le plaisir. Historienne, spécialiste de l'histoire du judaïsme portugais et du maranisme, titulaire d'un doctorat à l'École des hautes études des sciences sociales. Elle a travaillé au service culturel du mémorial de la Shoah. Elle mène aussi des activités de médiatrice culturelle et guide à Paris, notamment sur l'histoire juive. Depuis de nombreuses années, elle collabore avec les éditions Chandaigne, spécialisées dans le monde portugais, chez qui elle a publié et traduit des ouvrages et récemment a assuré le commissariat scientifique et la conception d'une exposition itinéraire sur la diaspora juive. Donc Livia, je vais vous passer la parole et puis tout de suite après votre intervention, nous avons là aussi l'honneur de recevoir le directeur du tourisme du Portugal, M. Jean-Pierre Pinheiro, qui prendra la parole. Très bien. Donc bonjour, bonsoir et merci. Oh, c'est bon, le micro. Non, c'est bon, ça ira. Vous allez voir, c'est magique. Et je tiens justement à remercier donc l'INSEF, Serge Dain, Didier Nebo, Lisette Azan pour cette belle organisation et pour cette journée importante aujourd'hui et donc pour cette belle organisation. Et merci à tous et à toutes d'être si nombreux et nombreuses dans cette belle salle de mariage. Alors, je suis vraiment très heureuse et honorée donc de participer à ces colloques. Et je salue l'initiative de l'INSEF de mettre en perspective donc des trajectoires de ces trois histoires séfarades, donc du Maroc, de la Grèce et du Portugal. Ce qui déjà nous promet donc une soirée, après-midi, une soirée très riche et passionnante. Et je suis particulièrement ravie de vous présenter brièvement aujourd'hui un pan de l'histoire juive portugaise, d'autant plus que cette histoire du judaïsme portugais, il faut le dire, reste encore moins connue, peu connue, parfois même ignorée, et souvent très associée à l'histoire des juifs espagnols, du judaïsme espagnol. Et pourtant, il ne s'agit pas exactement de la même histoire. Et l'histoire du judaïsme portugais représente des caractéristiques différentes
qui ont des conséquences même majeures sur son évolution et sur différentes formes de présence juive, voire j'ai envie de dire des consciences juives portugaises, et ceci jusqu'au 21e siècle, jusqu'à aujourd'hui. Alors, comme vous le savez, voilà, donc on va passer... Juste que chez moi aussi, il faut que... Voilà. Donc, comme vous le savez, donc, à la fin du XVe siècle, le judaïsme portugais donc, va connaître un grand éclatement géographique, mais aussi religieux. Pas exactement au même moment que l'expulsion des Juifs d'Espagne, et pas de la même manière. Les Juifs de Portugal, en fait, ne seront pas expulsés. Hein, ils seront convertis de force. Et pourtant, ce serait le début d'une très vaste diaspora qui est issue de cette masse en fait, de convertis. Et donc cette diaspora, un lien étroit avec les exilés espagnols, aura entre les 16e et 18e siècles donc un rôle prépondérant dans les transformations socio-économiques, religieuses, intellectuelles, hein, qui font vraiment rentrer, enfin on peut dire l'Occident, dans la modernité. Et cette diaspora, voilà, que je vais vous présenter donc brièvement, s'inscrit bien évidemment dans une histoire juive et c'est également une histoire de Portugal, une histoire de l'Europe, une histoire, enfin on peut dire, globale, mondiale. Alors, puisqu'il s'agit justement de patrimoine et de mémoire, je peux noter, comme vous venez de me présenter, parce que cette diaspora fait maintenant donc l'objet de cette exposition itinérante qui venait d'être inaugurée à Lisbonne. Hein, donc à Lisbonne, en partenariat avec le futur musée juif de Lisbonne, qui s'appelle déjà Tikva, donc un musée qui est conçu par l'architecte Daniel Libeskind, qui sera situé au nord de Lisbonne. Et donc c'est un musée qui se racontera l'histoire du judaïsme portugais dans sa longévité, donc du Moyen-Âge et jusqu'à nos jours. Et une partie importante sera aussi, bien évidemment, consacrée à cette diaspora. Donc ce futur musée a été, je pense, présenté aussi à l'INSEF l'année dernière. Donc cette exposition itinérante dont je vous montrerai, donc je montrerai plusieurs images, et même les cartes donc, viennent plutôt de cette exposition, sur l'initiative des éditions Chandaigne, qui sont des éditions françaises et qui depuis des trentaines d'années déjà donc, participent à la contribuent à la diffusion du monde portugais. Et une collection en particulier, la collection Péninsule, s'intéresse notamment à faire mieux connaître cette spécificité du judaïsme portugais. Alors, ce qu'on essaiera de faire ensemble en quelques minutes, c'est que je vais vous proposer donc d'abord de voir ces origines spécifiques de cette diaspora. Et ces spécificités résident notamment dans la genèse de cette diaspora et dans la composition religieuse. Puis, on aura un aperçu enfin, de multiples chemins que cette diaspora a pris, histoire de voyager un peu et surtout de constater que les réseaux familiaux, commerciaux et financiers de ses membres se déploient à une échelle planétaire, on peut dire voilà, mondiale. Et on verra ensuite comment, malgré cette grande dispersion religieuse et géographique, les judéo-portugais vont réussir à garder, comme M. Dahan nous a mentionné, une certaine cohésion qui va aussi faire naître une forme d'identité, d'appartenance collective assez inédite, qui va être désignée par ce mot Nação, nation, la nation juive portugaise ou la nation portugaise juive. Donc enfin, on évoquera aussi donc, les réminiscences de cette histoire juive dans le Portugal contemporain, pas uniquement dans le Portugal, aussi dans d'autres lieux où cette diaspora est passée, mais notamment par la découverte de marins portugais contemporains au XXe siècle et tout un travail, j'évoquerai, de mémoire qui s'est fait aujourd'hui au Portugal. Donc,
La spécificité d'origine de cette diaspora, donc vous allez tous dire 1492, oui, l'expulsion des Juifs d'Espagne, donc enfin plutôt de Castille et d'Aragon. Alors, nombreux en effet se réfugient au Portugal et ils s'ajoutent aux Juifs qui étaient déjà dans le pays, résidaient dans le pays. On ne va pas rentrer dans l'histoire des chiffres, mais en gros des 50 000 et plus les 30 000. Et ainsi, fin du XVe siècle, donc le juif au Portugal représente 10% de la population, ce qui est un taux assez extraordinaire pour un pays chrétien d'Occident à cette époque. Petite parenthèse, là aussi c'est peu connu, mais je vais juste dire donc un mot sur les 3 premiers siècles de la monarchie portugaise, donc du 12e au 15e, juste avant ce moment-là, où arrivent donc les Juifs d'Espagne. Ces 3 premiers siècles de la monarchie portugaise ont véritablement transformé la présence juive au Portugal en élément décisif de la vie politique, économique et scientifique du pays. Alors, certaines familles juives formaient de véritables dynasties de plus hauts fonctionnaires royaux. Ils étaient des précepteurs généraux des impôts, encore aussi des trésoriers du royaume. Certains grands rabbins étaient aussi des médecins personnels du roi et accumulaient aussi des responsabilités politiques. Avec le début de l'expansion maritime portugaise, de nombreux savants juifs ont été appelés à la couronne. C'est le cas notamment que vous voyez ici d'Abraham Zacuto, donc qui devient astronome à la cour, qui perfectionne entre autres l'astrolabe et qui dresse ces tableaux astronomiques que vous voyez ici dans sa version, la première version qui est en hébreu, puis après tout a été traduit en latin. Ce sont 5 années des tableaux astronomiques qui ont été révélés très utiles pour les navigateurs portugais. Donc les Juifs ont naturellement été une source importante aussi des revenus fiscaux, ce qui explique en contraste avec d'autres royaumes européens que le Portugal est imposé fort peu de restrictions de leur activité économique et ils jouissaient d'une grande autonomie juridique et pour l'organisation de nombreuses communautés. Puis on connaît bien évidemment de nombreux commentateurs bibliques, les plus célèbres étant Isaac Abravanel, et une très riche activité d'enluminure des manuscrits hébreux et d'impression et d'incunables. Mais tout cela prendra fin, et l'année donc de manière très abrupte, donc en 1496, lorsque le roi de Portugal envisage en fait ce mariage avec la fille des rois catholiques, et une clause qui est imposée dans le mariage est l'expulsion des Juifs de Portugal. Or, malgré la présence la publication d'un décret d'expulsion, le roi, donc par crainte notamment d'une perte considérable de revenus, opte pour une autre solution. Donc il n'y aura pas d'expulsion. Ça serait donc comment garder les Juifs en supprimant le judaïsme. Donc la conversion forcée de tous les Juifs du royaume. Et donc de plus, conversion forcée et ces nouveaux convertis, qu'on va commencer à les appeler nouveaux chrétiens, sont interdits d'émigrer. Alors, après la conversion forcée, les rois se forcent à les assimiler de force, socialement, religieusement, dans l'espoir qu'ils vont se fondre dans la société, qu'ils oublient leur foi. Or, ce projet va échouer, et c'est ces 40 années qui sont cruciales pour comprendre vraiment l'histoire du judaïsme portugais, parce que d'une part, donc, du point de vue socio-économique, toutes les professions sont ouvertes à ces nouveaux convertis, et donc cette ascension sociale va susciter d'une part la jalousie, elle va rallumer l'hostilité envers les Juifs avant, et donc le paroxysme sera le massacre à Lisbonne en 1506, en avril, durant la Pâque juive, un massacre 3 jours durant où 2000 nouveaux chrétiens vont être assassinés. Donc échec de ce point de vue. Du point de vue religieux, et là c'est crucial vraiment à saisir, en fait le roi promet que par décret, que pendant 20 ans, puis il le prolongera pour 20 ans de plus, donc pendant 40 ans, on ne peut pas inquiéter ces nouveaux chrétiens, ces nouveaux convertis, sur la sincérité de leur conversion, donc sur leur foi réelle. Il n'y a pas encore d'inquisition, c'est important. Et il n'y aura pas de législation discriminatoire entre anciens et nouveaux chrétiens.
Donc, cette relative tolérance des 40 ans va laisser le temps de transmettre une forme de judaïsme en secret, en privé, parfois même de mémoire, et qui va poser la base de ce qu'on appelle le crypto-judaïsme, hein, ou le maranisme. Alors, donc, sous les masques chrétiens, rester fidèle au judaïsme, enfin, du moins certaines pratiques, qui vont être altérées, bien sûr, pendant les années. Et ces 40 ans permettent d'expliquer cette résilience et cette ténacité de Maran, hein, au Portugal, et il y aura une résurgence au XXe siècle. Mais tout cela va avoir fin aussi avec l'Inquisition. En 1536, l'Inquisition est établie au Portugal, et pas uniquement au Portugal, donc aussi dans les colonies, et ça va aller jusqu'au le Brésil, donc très loin. Et pendant 3 siècles, il y aura donc de cette persécution de tous les nouveaux convertis, donc tous ces nouveaux chrétiens. Hein, ça serait d'ailleurs le seul terme qui va être utilisé dans l'Inquisition, nouveaux chrétiens, et qui sont tous suspects en fait de ce crypto-judaïsme, de rester fidèles au judaïsme, hein, ce qui ne sera pas le cas de tous les nouveaux chrétiens. Et là, peut-être une petite parenthèse, parce qu'on parle toujours crypto-juif et Maran, donc juste pour rappeler que Maran, donc le terme qui est absent des archives de l'Inquisition, on ne parle pas de Maran, enfin il n'y a aucun texte qui parle de Maran. Maran, c'est donc un terme injurieux qui a commencé au Moyen-Âge, hein, vous désignez les convertis de porc, les désignant comme porcs, puisqu'ils ne pouvaient pas manger les porcs. Puis c'est vraiment un terme qui revient, hein, avec l'historiographie moderne, par les historiens, comme équivalent des crypto-juifs, et bien évidemment, il revêt aussi donc cette notion et cette de résilience, enfin et ça nous aspire aussi tout ce qui est empathie, admiration, même un paradigme, hein, de la mémoire, hein, c'est ce que Nathan Wachtel appelle la foi du souvenir. Alors, c'est dans ce contexte donc de persécution et qui débute cette diaspora portugaise, donc composée des convertis, qui cherchent naturellement à retourner librement au judaïsme dans les différents pays d'accueil, mais aussi de meilleures conditions de vie. Nombreux sont des marchands. Certains avaient déjà des réseaux commerciaux et financiers avec des coreligionnaires, notamment au Maghreb et en Orient, ou encore avec des sociétés marchandes en Europe. Et l'histoire donc de cette diaspora évolue aussi en lien avec l'expansion maritime, le début du colonialisme, l'essor du mercantilisme. Donc ces migrants, comme l'avait mentionné l'historien anglais Jonathan Israel, seront à la fois victimes et agents, hein, de ces empires coloniaux de l'époque. Et les raisons vont être à la fois solides et aussi très précaires, puisque persécutés. Donc assez rapidement, ils vont s'engager dans tous les secteurs du commerce atlantique, épices, sucre, tabac, y compris la traite négrière, et ils se trouvent au cœur de ce qu'on peut appeler la première économie monde, hein, la mondialisation, au point d'être considérée au siècle d'or, au XVIIe, comme la nation marchande la plus puissante, hein, de l'époque, tout en restant persécutée et à la proie de guerres commerciales. Alors, dans cette map monde que vous voyez, donc on se dessine les multiples chemins migratoires, donc à l'échelle planétaire, et on peut dessiner quelques axes principaux. Donc, j'ai envie de vous parler de quelques-uns. Donc, la première, c'est donc ce qui suit la dynamique de l'expansion maritime, notamment en Afrique et en Inde. Donc, d'abord, bien évidemment, au Maroc, hein, où dès le XVIe siècle, donc ils vont trouver un ancrage, et ils vont rejoindre aussi les coreligionnaires espagnols, et ils sont courtisés aussi par les sultans de Fès et de Marrakech pour leur aptitude linguistique et les connaissances dans de nombreux domaines. Puis, ils vont s'installer au long de la route des épices. Donc, ils les amènent en fait d'Anvers, qui était la plaque tournante à l'époque du commerce atlantique, jusqu'à Goa et à Cochin. Donc, vous voyez donc, la synagogue des Cochins qu'on peut visiter jusqu'à aujourd'hui dans la rue Jewtown. Où ils seront en fait à Goa d'abord protégés par les Maharajas et quelque part en protection loin de l'Inquisition, mais l'Inquisition va les attraper à partir de 1560, hein, et il y aura donc un tribunal de l'Inquisition portugaise à Goa. À l'ouest, donc un autre axe, c'est l'axe donc vers le moment où les Portugais arrivent au Brésil en 1500, et les nouveaux chrétiens se trouvent parmi ces premiers colons. Ils y importent surtout la culture des cannes à sucre,
et qu'il cultivait déjà à Madère. Il s'engage dans toute l'échelle de la production et aussi de la commercialisation du sucre et aussi dans l'autre grand produit du commerce atlantique, vous savez, les bois Brésil. Mais le cas du Brésil rend vraiment palpable la précarité de leur situation. Parce que même loin de métropole, d'abord l'Inquisition portugaise va faire donc des visites inquisitoriales et va les persécuter. Et avec l'arrivée de Néerlandais, en 1530, donc des guerres commerciales, ils vont connaître un temps de répit, un temps de tolérance, ce qui va donner lieu à la fondation de la première synagogue en terre américaine, qui est celle du Recife, en 1640. Mais ces temps de répit, vous voyez, en fait, il y a une plaque de la rue, une plaque qui montre, donc d'abord c'était la rue de Bon Jésus, puis après ça devient la rue de Juifs, et après ça devient d'ailleurs la rue de la Croix. Donc, il y avait la rue des Juifs pendant 24 ans. Et même ce temps de répit de 24 ans aura fin avec ce retour de Portugais au Brésil, donc nouvelle reconquête, nouvel exode, notamment, donc ils vont s'essaimer dans ce qui sont les possessions néerlandaises et anglaises dans les Caraïbes, les Antilles. Donc vous voyez la Jamaïque, vous voyez donc la magnifique synagogue à Curaçao, aussi donc des pierres tombales à Curaçao, je reviendrai sur l'art funéraire. Et en Caraïbes, on a aussi l'île de Bardade, l'île Saint-Thomé, où naît le peintre Pissarro, donc de mère créole et d'un père de Bordeaux. Et y compris à Suriname, comme vous voyez ici. Donc il y a la synagogue à Paramaribo, à Suriname, et surtout une colline qui s'appelle la savane juive près de la capitale, où il y a jusqu'à aujourd'hui ce vestige de synagogue. Donc Beracha Veshalom, le nom de la communauté des juifs à Suriname. Alors puis, comme vous le savez sans doute, on a mentionné vous avez mentionné une synagogue séfarade à New York. Et bien, la toute première présence juive en Amérique du Nord est l'arrivée donc, de 23 réfugiés juifs du Brésil qui vont finir à accoster à la Nouvelle-Amsterdam en 1654, donc 10 ans avant que la ville sera nommée New York. Et cette première synagogue et aussi les 5 autres premières communautés, les premières présences juives en terre en Amérique du Nord viennent en fait de cette diaspora juive portugaise avant les grandes vagues donc, de juifs ashkénazes qu'on connaît. Donc l'autre grand axe est bien évidemment celui vers l'Empire ottoman, notamment Salonique et Constantinople, on en parlera tout à l'heure. Et c'est là où ça leur a été possible de retourner ouvertement au judaïsme. Mais c'est aussi que sur le chemin vers l'Empire ottoman, dans différents lieux qui n'étaient que des escales, il va y avoir un intérêt clair porté pour notamment les activités commerçantes et les réseaux marchands de ces migrants. Et ce sera notamment le cas en plusieurs villes italiennes où des ducs, des princes, aussi des papes vont adopter un certain philosémitisme mercantile, à savoir donc accorder des privilèges pour commercer, protection de l'Inquisition ou encore une liberté religieuse. Donc il en résulte en fait de ce philosémitisme mercantile la floraison d'une vie juive dans plusieurs villes, notamment à Ancône, à Ferrare, qui pendant, comme vous savez, 40 ans, donc avant même Venise, était donc le berceau de l'imprimerie juive. C'est là où sera publiée la fameuse Bible, donc dite de Ferrare, dans une imprimerie, l'imprimerie d'Abraham Usque, qui était un nouveau chrétien portugais, et de Yom Tov Atias, un exilé espagnol, et dont l'emblème est particulièrement intéressant, ce que vous voyez, c'est donc l'emblème de cette imprimerie qui est la sphère armillaire de Dom Manuel I, donc Ier, le roi portugais, et un verset biblique qui était écrit parfois en latin et parfois aussi en hébreu, donc l'emblème de cette imprimerie. À Venise, bien évidemment, donc je passe rapidement, les nouveaux chrétiens, donc, avec les exilés espagnols, vont être appelés ponantins, donc occidentaux, et ils vont se joindre aux Allemands, les Ashkénazes, et aux Levantins, donc les Juifs de l'Empire ottoman, et ça va devenir, en Venise, bien sûr, la melting pot de monde séfarade.
Et à Livourne, une ville qu'on oublie souvent en Italie, est une ville très importante pour le judaïsme portugais. C'est le duc du Toscane qui était désireux de développer son port en rivalité avec Venise, qui va lancer une véritable invitation à différents marchands étrangers, mais notamment à de nouveaux chrétiens et à la nation hébraïque juive, la nation juive portugaise, par une série de lois très généreuses, les Livournines, donc, qui offrent de nombreux privilèges et des protections et libertés religieuses. Et Livourne va devenir en effet un grand centre où sera construite en fait la synagogue à l'époque la plus grande et qui traduit, là vous voyez 2 images de gravure de cette synagogue qui traduisent vraiment la richesse et l'acculturation de cette communauté, parce que vous voyez il y a des noms de donateurs, des noms écrits en hébreu, des noms en portugais avec toute cette architecture italienne du baroque. Cette synagogue, malheureusement, que vous voyez, donc, va être détruite en 1943 avec les bombardements. Et on a aussi ce dialecte, le bajito, donc le dialecte qui est un mélange d'espagnol, de portugais, d'hébreu, d'arabe, avec un apprend au grec, turc et yiddish. Il y a des mots qui restent encore à Livourne de ce bajito. Et on ne peut pas ne pas mentionner la nation juive livournaise à Tunis, donc les Granats que vous connaissez, et donc saluer notamment le magnifique travail d'Alain Nedjar et son équipe qui ont recensé des siècles, des ketubot magnifiques de la nation livournaise à Tunis. Sur l'escale vers l'Empire ottoman, il y avait aussi la France. Notamment, comme nous a mentionné les grands rabbins, dans le sud-ouest de la France, où ces migrants vont pouvoir finalement s'installer. Alors, il faut juste rappeler que le décret d'expulsion en France de 1394 est toujours en vigueur. Le pouvoir royal réussit, donc publie à partir du XVIe siècle, Henri II, donc la première lettre patente de 1550, des lettres patentes qui permettent l'installation de ces migrants, malgré le décret d'expulsion, les désignant d'abord comme portugais appelés nouveaux chrétiens, puis au fur des siècles, il y a plusieurs lettres patentes, et dont la dernière les qualifie déjà des juifs connus sous des titres portugais, autrement dit nouveaux chrétiens. Et donc, de fait, ces communautés qui s'installent notamment, vous voyez, dans le sud de la France, sud-ouest, vont pouvoir retourner lentement au judaïsme, de fait, et même des communautés qui vont être établies. Je ne peux pas ne pas mentionner Bayonne, même à l'absence de Déborah, avec juste un clin d'œil au chocolat qui est introduit en France grâce aux nouveaux chrétiens, donc aux juifs portugais à Bayonne. Et à Paris, bien évidemment, les représentants donc, des Portugais et Jacob Rodrigues Pereira, qui est l'auteur de cette méthode d'apprentissage de l'oral et de l'écrit destinée aux sourds de naissance, qui était un proche de Louis XV et qui utilise cette proximité avec les rois pour demander l'autorisation de tous les juifs portugais d'avoir le droit de séjour à Paris, et aussi avoir un cimetière qui existe toujours, un cimetière rue de Flandre, avenue de Flandre, et ceci, bien évidemment, on parle avant encore l'émancipation des Juifs de France en 1791. Celle des Portugais, et Avignonnais et Espagnols date d'un an avant. Alors, enfin, sur l'axe du Nord, on trouve bien évidemment 3 grandes villes, Amsterdam, Hambourg et Londres. Donc, Amsterdam est devenu pratiquement, comme vous le savez, vraiment le métropole et le cœur battant de cette diaspora, où va être formée une communauté ex nihilo, dont le symbole va être le phénix, qui renaît de son cendre. Et c'est là où, en 1675, va être inaugurée la synagogue la plus grande, la synagogue portugaise. Vous voyez qu'il était une grande attraction. À gauche, vous avez une peinture de Witt où on voit que même donc la haute bourgeoisie vient voir comment le juif est pris. Et dans la gravure, vous voyez bien l'insertion de cette synagogue dans Amsterdam, avec l'emblème aussi de la République, et de la ville d'Amsterdam. C'est là aussi où, à Amsterdam, où les dirigeants vont avoir cette tâche très ardue, de ramener
une communauté très hétérogène au judaïsme orthodoxe, donc des personnes qui étaient sur 2 registres religieux ou qui soutenaient aussi, souhaitaient introduire des réformes enfin, dans le judaïsme halachique, d'où le nombreux recours aux excommunications, donc au cherem, et aussi donc, une très grande production d'ouvrages. C'est à Amsterdam qu'on rencontre un des héros de cette diaspora juive portugais, un rabbin, qu'on peut dire un rabbin pas comme les autres, un juif, un rabbin, enfin c'est Menassé ben Israël, qui est né dans une famille marane, devenu rabbin, voire un des juifs les plus sollicités au XVIIe siècle, que ce soit par des juifs et par des chrétiens, qui fonde la toute première imprimerie hébraïque juive en Amsterdam. Il publie une 60aine de livres en 20 ans. Et il cherchait notamment à rendre le judaïsme plus attrayant, plus attractif pour ces nouveaux juifs. Vous voyez par exemple les Tesouro de Dinim, donc le manuel d'apprentissage des commentateurs des commandements de la Torah, qui est rédigé en portugais. Et une autre image très pertinente qui est celle d'un reverain, donc un protestant, qui regarde la Bible en hébreu sortie de la presse de Menassé ben Israël. Alors, ce qui m'amène justement à vous parler quelques minutes de ces facteurs d'unité de cette diaspora qu'ils ont pu maintenir malgré la grande dispersion géographique et religieuse, dont notamment, évidemment, l'imprimerie, qui a joué un rôle fédérateur d'impression de nouveaux ouvrages, de nombreux ouvrages liturgiques que vous voyez ici, mais aussi profanes, et l'art funéraire. Alors, dans l'art funéraire, on retrouve dans différents cimetières éparpillés dans le monde se forment des pyramides tronquées, des inscriptions multilingues, des motifs bibliques qui sont liés souvent au nom du défunt, des représentations aussi de figures humaines. On voit aussi l'arbre généalogique qui est un symbole de ce nouveau commencement de la promesse, enfin dans une nouvelle vie juive. Et on voit sur les arbres généalogiques que les noms sont en effet, les prénoms sont hébraïques. Donc on retrouve un prénom hébraïque notamment puisé dans les patriarches et les matriarches, les noms des patriarches et des matriarches, en gardant les patronymes portugais. Donc un double attachement, juive et portugaise. Et bien évidemment, l'architecture des synagogues, et petit à petit, se dessine une sorte de forme comme une matrice des synagogues qui vont s'influencer les unes les autres. Vous le voyez donc à Ancône, Amsterdam, Londres, Bevis Marks, à Curaçao ou à Newport en Amérique. Alors, la rotation des rabbins dans tous ces centres diasporiques est très importante, et aussi la politique de mariage, qui est étroitement liée à cette nouvelle forme d'appartenance collective qui va s'appeler la nation. Alors, c'est intéressant de dire que Pardon ? Oui. Ah non, il y avait un téléphone, donc c'est bien. Donc, cette forme nouvelle d'appartenance collective, donc la nation, a aussi une origine, en fait comme le mot maran, une origine péjorative. Donc d'abord, c'était ceux de la nation, quand ils étaient convertis, donc agentes de nação, donc ceux de la nation. Terme qui après est devenu aussi un terme purement économique, parce que la nation voulait dire une corporation marchande avec une juridiction propre, et c'est en tant que nation marchande qu'ils ont eu les privilèges de commercer et de s'installer dans plusieurs endroits. Et puis il y a cette appropriation de ce terme, une appropriation, donc la nation juive portugaise ou la nation portugaise juive, qui montre et perpétue les mémoires et les attaches à la fois juives et portugaises. J'ai mis ici, donc vous pouvez voir un sermon, ça arrive dans le clic suivant, voilà, un sermon d'un rabbin en Hambourg, qui ordonne, par exemple, un jour de jeûne général pour commémorer le tremblement de terre de Lisbonne de 1755.
Et donc cette cohésion, enfin si vous voulez, donc des juifs et du judaïsme portugais, cette nation, c'est bien sûr au-delà d'un territoire, c'est au-delà aussi d'une religion stricto sensu, parce qu'elle elle couvre de nouveaux chrétiens, qui sont retournés librement, qui sont retournés au judaïsme, donc qui sont ouvertement juifs, mais aussi donc les crypto-juifs, et donc c'est la nation portugaise. Et l'essence, on peut dire que l'essence, ça superpose l'essence de juif et celui de portugais, au point qu'au XVIIe siècle, le père jésuite Antonio Vieira, quand il voyage en Europe, il observe que dans le langage populaire, en plusieurs pays d'Europe, le portugais s'est confondé avec juif. Alors, pour terminer donc ce survol et pour évoquer la période contemporaine, donc le XXe siècle a révélé encore une fois donc un phénomène lié à cette spécificité du judaïsme portugais que je venais de dire, donc dans l'histoire, dans la genèse de cette diaspora. Dans les années 20, donc un juif ashkénaze, originaire de Pologne, donc sous l'Empire tsariste, un ingénieur de mine de profession, un érudit aussi, un passionné d'histoire juive, fait cette découverte étonnante et sensationnelle des nombreux noyaux de familles maranes qui sont éparpillés dans le nord-est du Portugal. Et au terme de plusieurs années d'enquête, il publie un livre qui fait date, où il dresse un aperçu de leurs pratiques, de leurs rites, de leur mode de vie, et de prières qu'il transcrit pour la première fois, des prières qui pendant des siècles ont été transmises oralement ou gardées en secret dans les familles. Et donc ce livre, le Nouveau chrétien au Portugal au XXe siècle, reste jusqu'à aujourd'hui une contribution majeure sur l'étude du maranisme. Il existe aussi en français, vous pouvez le dire aussi en français. Et donc, à cette publication sera suivi d'un mouvement insolite, d'une grande envergure au Portugal pendant entre 5 et 10 ans, qui s'appelle l'œuvre du rachat, donc Obra do Resgate, qui sera mené par un personnage hors du commun, Arthur Carlos de Barros Basto, lui-même d'origine marane, qui a trouvé ses origines. Et le mouvement connaîtra, donc c'est dans le cadre de ce mouvement d'ailleurs, qui a été construite la synagogue, en fait la plus grande synagogue au Portugal, la deuxième c'est celle de Lisbonne, c'est la synagogue à Porto. Donc inaugurée finalement en 1938. La pierre angulaire a été posée déjà en 1926 durant ce mouvement de rejudéisation de marins portugais. Mais le XXe siècle connaîtra, donc le mouvement sera en déclin avec la dictature et avec la Deuxième Guerre mondiale. Il y aura une redécouverte de marins portugais, notamment à Belmonte, donc dans le nord-est du Portugal. Dans les années 1990, des rabbins seront envoyés d'Israël et une communauté va être fondée. C'est là où il y a une synagogue et le musée juif qui est à Belmonte. Et ces traces du passé juif portugais, qui est marqué par les traumas de la conversion forcée et de la dispersion et des persécutions, sont également présentes dans d'autres endroits, notamment au Brésil, au Pérou, au Mexique. Et il serait, selon la belle formule de Nathan Wachtel, donc l'historien et anthropologue, c'est mémoire marane. Donc ces enquêtes auprès des descendants de nouveaux chrétiens portugais juifs montrent que même s'ils sont considérés chrétiens, de pratiques religieuses secrètes ou même des pratiques juives, mais qui tiennent comme des traditions familiales. C'est souvent sous la forme de poésie, de l'art, de l'artisanat qui s'exprime cette identité singulière. Donc là, vous voyez une série de poésies et de céramiques avec des motifs à la fois juifs et autochtones. Et cette peinture qui s'est trouvée dans chez la fille d'un peintre à Pérou, enfin à Celendine plutôt, près de Pérou, et dont elle disait donc que cette décoration est une simple, que ce motif est une simple décoration.
Enfin, au Portugal, on assiste depuis les années 1990 à tout un travail de mémoriel, de lieux de mémoire, qui sont dans le sillage d'un discours fondamental qui a été prononcé par le président Mário Soares en 1989, qui demandait symboliquement pardon aux Juifs pour les persécutions de l'Inquisition. Donc il s'agit de tout un travail de restauration des quartiers juifs, des synagogues, d'apposition de plaques commémoratives, de création de musées et de monuments, notamment coordonné par le réseau de quartiers juifs, la Rede de Judarias, avec les municipalités, avec la direction régionale de la culture. Et comme je vous ai parlé, donc d'un projet qui est un projet en cours de la création de ce nouveau musée juif à Lisbonne. Donc vous voyez un peu les esquisses de ce nouveau musée. Et bien évidemment, il faut mentionner depuis 2015 donc la loi qui accorde la nationalité portugaise aux descendants de juifs séfarades originaires donc du Portugal. Et je vous remercie tous et toutes.